J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Et fait l'élevage plutôt au Congo. Il y a quel autre pays? J'ai dit que l'autre ne se passe pas seulement au Congo, c'est dans la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest et également même des pays de l'Afrique centrale. Ils sont habitués, comme vous avez dit, à acheter des choses chères. Et lorsque tu entends, tu suis seulement les coûts, tu te rends compte que mais qu'est-ce que je fais au Cameroun? Peut-être vaudrait mieux que j'aille faire mon agriculture de l'autre côté ou mon élevage de l'autre côté. Là, je m'en sortirais mieux. Oui. Moi, j'aime qu'on se pose ce type de questions-là. Combien coûte la tomate au Gabon? Un cachet de tomate au Gabon, ça coûte combien? Combien coûte un lapin en Côte d'Ivoire? Si tu veux un lapin bien braisé, avec la patate, combien ça coûte? Quand vous allez vous poser ce type de questions, vous allez réfléchir, qu'est-ce qui est fait au Cameroun? La prochaine question sera ça. Qu'est-ce qui est fait ici? Pourquoi je ne peux pas vivre ailleurs? Pourquoi je ne peux pas vivre ailleurs, en fait? Parce que parfois, on a peur d'aller vivre ailleurs. On dit, j'aime mon pays, j'aime... Non, non. Quand tu vas te rendre compte que dans un autre pays, tu peux gagner beaucoup plus qu'ici, tu vas aller vivre ailleurs, quitte à venir ici de temps en temps investir, etc. Ou alors, tu vas étendre tes tentacules ailleurs. Je vais prendre un autre exemple, mais là, je suis obligé de ne pas citer de nom. La plupart des milliardaires de l'Ouest Cameroun ont le siège social de leur entreprise hors du Cameroun. La plupart, plus de 80%. Le siège social de leur entreprise n'est pas au Cameroun. Ça, c'est un autre exercice que je vous donne. Pourquoi ce n'est pas au Cameroun? Pourquoi quelqu'un peut être ici au Cameroun, à l'ouest du Cameroun? Il investit, mais il met le siège social au Congo. Vous voyez ces entreprises au Cameroun partout, hein? Vous voyez les plaques de ces entreprises partout, mais le siège social, c'est au Bénin. Le siège social, c'est en Côte d'Ivoire. Pourquoi? En fait, ils ne sont pas cons. Et on ne doit pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Il faut anticiper très vite. Donc, il y a 3 exercices. Le premier exercice, le prix du poulet au Congo, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Pourquoi est-ce que le siège de la plupart de nos milliardaires de l'Ouest Cameroun sont à l'extérieur du Cameroun, dans d'autres pays? Oui. Oui, docteur, vous dites qu'on ne doit pas commettre la même erreur pour ces personnes qui téléportent leur direction dans d'autres pays. Non, quand je dis commettre la même erreur, ça veut dire, ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis ça à l'extérieur. Il y a certains qui ont fait ici, qui ont rencontré certains problèmes. Et pendant les tontines, ils ont partagé leur expérience. Et les autres ont compris que c'est pertinent de faire plutôt ailleurs. Donc il ne faut pas que nous on fasse la même erreur de ceux qui avaient fait ici, totalement. Il faut qu'on s'inspire de ceux qui sont en train de mettre ailleurs. Ou au moins comprendre pourquoi ils mettent ailleurs. Au moins. Même si après tu ne le fais pas, mais il faut au moins comprendre que c'est possible de mettre ailleurs et voir les avantages de mettre ailleurs. C'est très important. Je suppose que c'est pour éviter la pression fiscale. Pas seulement. Pas seulement. Cherche, c'est un exercice, non? Est-ce qu'on va résoudre ça maintenant? Il faut chercher, il faut se documenter, il faut te donner les mots de tête. Est-ce que vous savez que parfois, on peut organiser un divorce pour sauver une entreprise? Oui. Ça veut dire que le couple s'entend, il s'asseye, il dit, bon, ok, on va divorcer le mois prochain. Voilà ce que tu vas dire au tribunal. Moi, je vais dire ça. Voici les conditions qu'on va s'entendre pour donner. Et ils partent, ils font exactement comme ils ont fait là, juste pour sauver l'entreprise. Est-ce que vous savez ça? L'entrepreneuriat est bizarre. Alors, la deuxième actualité, c'est SUG. SUG, c'est Startup Group. C'est une entreprise qu'on a créée qui est un groupe d'entreprises qui comporte plusieurs filiales comme Startup Color qui fait la craie, qui fait les sacs, comme Startup Food qui fait les chocolats, comme Startup Cosmétique qui fait les produits cosmétiques. Donc, c'est un ensemble de 15 entreprises que nous avons créées dans un groupe qui s'appelle Startup Group. Donc, ça, c'est une actualité de 2021. Une autre actualité, c'est NSC, où nous sommes actuellement, que nous avons inauguré en septembre et dont l'ouverture à Douala va se faire en septembre de 2022. Alors, une autre actualité, c'est sur mesure, dont nous sommes en train de construire l'usine qui nous donne les mots de tête actuellement.
Parce que j'ai dû fatalement passer à Aegis. Vous connaissez Aegis? Oui, parce que, étant donné que c'est la première fois qu'on construit ce type d'usine ici au Cameroun, du moins ce qui va faire le type de produit, le type de service qu'on est en train de vouloir proposer, il y a des contraintes sur le plan technique et des contraintes sur le plan même environnemental qu'il faut prendre en considération. Et il y a très peu d'ingénieurs et même très peu d'architectes qui ont les compétences et l'expérience dans ce domaine pour le faire. Donc j'étais dernièrement, quand je dis dernièrement, j'étais avant-hier avec un ingénieur DG. C'est eux qui vont piloter le contrôle du chantier totalement, qu'on va commencer en janvier. Donc, mais sinon, on a déjà tout commencé avec les conceptions sont déjà totalement terminées, les calculs de structure sont déjà totalement terminés. Mais on s'est rendu compte avec leur audit de ces travaux de conception qu'il y avait beaucoup de manquements qu'on est en train de corriger actuellement avec d'autres architectes seniors de DGIS afin de pouvoir lancer la construction directement. C'est pour ça qu'on a commencé par NSC. Et voilà, on aura pratiquement 12 mois ou maximum 14 mois pour construire ça aux normes internationales. Donc ça, c'est sur mes yeux. Maintenant, on a le Claudel Numissé Business Group qui est l'actualité la plus récente, qui nous réunit d'ailleurs ici aujourd'hui, qui est donc, le groupe que nous avons créé au départ sur Telegram, mais qui va s'étendre avec les perspectives que j'ai présentées antérieurement. Alors, autre point, c'est la tontine structurelle du groupe. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient ce moment de manière fatidique. C'est quoi la tontine structurelle? Qu'est-ce que c'est? C'est une secte? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Structurel, là, ça veut dire quoi exactement? Mais en réalité, j'ai déjà répondu à cette question. En réalité. Si quelqu'un suit les chroniques dans le groupe, c'est qu'en fait, il sait déjà ce que c'est. Si quelqu'un suit les chroniques, si quelqu'un suit les liens que j'envoie dans le groupe, si quelqu'un suit un peu ce que nous faisons en ligne, notamment même 2 directs que j'ai réalisés, dont un avait même pour thème la tontine structurelle, c'est que normalement, vous devez déjà savoir ce que c'est. Donc ici, je vais faire un résumé global de ce que c'est et de comment est-ce que ça va fonctionner. Alors, vous connaissez déjà la tontine, certainement. J'en ai beaucoup parlé dans le groupe. Vous devez faire la différence entre la tontine et la cotisation. La tontine, ce n'est pas la cotisation. L'endroit où vous partez chaque semaine, vous mettez 10 000. Il y a quelqu'un qui bouffe 20 000. Et puis chaque semaine, on met encore 10 000. Les gens bouffent 20 000. Ça, c'est la cotisation. Ce n'est pas la tontine. La tontine prend en considération beaucoup d'autres valeurs qui sont culturelles. Comme le fait, par exemple, de nous rencontrer physiquement aujourd'hui. Comme le fait, par exemple, d'avoir la base de données des membres, de savoir ce que chacun fait. Comme le fait de contribuer à ce que chacun progresse dans son activité. Comme le fait de faire en sorte que chacun ait une activité génératrice de revenus. C'est obligatoire. Ce n'est pas un choix. Dans la cotisation, on ne demande pas comment tu fais pour avoir l'argent. Dans la cotisation, on dit qu'on cotise 10 000. Chacun vient seulement vendredi avec 10 000. On ne sait pas. Est-ce que tu as dormi la nuit avec quelqu'un et il était performant pendant 5 heures et c'est pour ça qu'il a donné 10 000? Personne ne sait. Est-ce que tu as travaillé au champ et puis tu as vendu le manioc, on t'a donné 10 000? Est-ce que c'est ton père qui t'a donné 20 000? Tu as pris 10 000 pour tontiner? À la cotisation, on ne pose pas cette question. À la tontine, tu dois avoir une activité génératrice de revenus. C'est pour ça que la tontine est rotative. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne chez toi. Il faut qu'on voit ce que tu fais. On voit où tu habites. On voit les activités qui te permettent de gagner de l'argent. Pour savoir même si tu as le niveau de tontiner, où tu prends l'argent. On doit être actionnaire même dans l'entreprise où tu es. Si possible. On doit le faire. On doit maîtriser ce que tu fais. Parce que dès qu'on entre dans la tontine, chacun peut devenir le maillon faible qui détruit tout le groupe. Donc, on doit se battre pour ne pas avoir de maillon faible. Et pour ne pas avoir de maillon faible, il faut qu'on ait le maximum d'informations sur chacun. Il faut qu'on se rassure que ceux qui sont dans la tontine sont crédibles. Parce qu'à la tontine, on ne va pas demander le titre foncier de quelqu'un. On ne va pas demander à quelqu'un de venir mettre sa voiture en garantie. C'est-à-dire que la seule chose qui permet à ce qu'on te permette de bouffer, et là la tautologie est importante, c'est ta crédibilité. C'est pour ça que parfois on va dire que non, il faut que tu aies un avaliste. Il faut que tu aies quelqu'un dans la tontine qui, si tu ne cotises pas, lui va cotiser pour toi. Et tu imagines ce qu'il faut pour que quelqu'un accepte de cotiser pour toi si tu ne cotises pas. Il faut qu'il ait confiance en toi de manière absolue. Pour que quelqu'un accepte de signer un document pour dire que si elle ne cotise pas, moi, je vais cotiser pour elle. Mais ça veut dire que je dois tout connaître sur ta vie. Je dois savoir, je vais tracer ta vie depuis que tu es petite. Est-ce que quand elle était petite, on lui donnait 500? Est-ce qu'elle remboursait? Est-ce que quand on l'envoyait à la boutique, elle revenait avec la monnaie? Parce que moi, c'est un test que j'aime souvent faire avec mes cousins.
Quand j'arrive là, je dis, bon, ok, est-ce que vous avez à manger depuis le matin? Il dit, non, je prends 10 000, je donne à un. Et il va acheter les jus à boire. Tu lui donnes. Il part, il achète 7 jus. Il revient, il partage les jus, il prend les verres, il sert chacun, il fait les trucs. Après, il ne dit plus rien. Tu calcules souvent les jus. C'est quand les jus là, ça fait 2500. Et il ne dit plus rien. Quand tu veux partir, tu dis, bon, ok, la prochaine, on se prend vraiment, battez-vous, travaillez bien. Tu pars, il ne parle pas. Il te dit que oui, à la prochaine, tonton, merci beaucoup. Il sait que lui, là, c'est un monsieur dangereux. Je ne vais pas demander, mais il sait que lui, c'est dangereux. Il sait que ce n'est rien. Non. C'est donc ça le danger. Attention, c'est ça le danger. Lui, il sait que ce n'est rien pour moi qu'il travaille avec moi. C'est ça. Je veux dire, on est dans la même entreprise. Il connaît combien il gagne par jour. Il sait que ce n'est rien pour moi comment. Non, il ne doit pas savoir. Il doit rembourser l'argent. Première étape. Il doit d'abord rembourser. Maintenant qu'il rembourse, je peux lui dire, garde la monnaie. Quelqu'un qui vient rembourser et tu lui dis, garde la monnaie, et quelqu'un qui ne dit plus rien. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est différent. Oui, lui, il garde la monnaie sans te dire. Donc lui, il estime qu'il doit garder la monnaie. Non. Non, c'est la même chose avec les ménagères. Moi, j'aime souvent tester les ménagères comme ça. Je lui dis que bon, on va acheter des bonbons pour les enfants. Tu lui donnes 2000. Elle achète un paquet de bonbons, elle ne dit plus rien. Ok. Donc, c'est ça que vous faites ici. Donc, il y a des éléments comme ça qui permettent de mesurer la confiance des différentes personnes qui sont dans la tontine. Ce sont des éléments fondamentaux. Il faut avoir une activité génératrice de revenus. Il faut développer son capital confiance. Il faut que les autres membres puissent savoir exactement ce que tu fais afin de pouvoir t'accorder une certaine crédibilité et te transférer même des opportunités aux besoins. Donc ça, c'est globalement la tontine. Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que j'ai trop expliqué ça dans le groupe. Donc je ne vais pas trop expliquer davantage la tontine. Alors maintenant, c'est quoi la tontine structurelle? La tontine structurelle, quand on parle de structurelle, ça parle de structure. Quand on parle de structure, ça veut dire qu'il y a une conception de quelque chose qu'on veut réaliser. On conçoit quelque chose qu'on souhaite réaliser dans un délai de temps X. La tontine structurelle, donc, c'est une tontine où on doit concevoir d'abord quelque chose qu'on souhaite réaliser. Et la tontine nous permet de réaliser cette structure. C'est ça la tontine structurelle. Et la structure, là, c'est un projet. Ça veut dire, on va par exemple décider de mettre sur pied un projet. On va évaluer la structure du projet. Le projet va coûter combien? Ça va prendre combien de temps pour l'implémenter? Ça va nécessiter quel type de ressources humaines, matérielles, logistiques, financières, lobbying, etc. On va donc définir la structure du projet, la chronologie d'implémentation du projet. On va éparpiller le budget sur la période du temps du projet. Je prends un exemple. Supposons qu'on veut faire le coffret VIP, mais sous forme de tontine structurelle. Ça donnerait quoi? Ça donnerait le fait qu'on conçoit d'abord la structure. Ok, le coffret VIP, il est là. Il coûte 130 000 francs, le coffret VIP. Le coût à la production, c'est, je prends un exemple, 20 000 pour le produire. Ok. On a un objectif de combien? De produire 1000 coffrets VIP. Ça veut dire 20 000 fois 1000. Ça fait combien? Quand on fait 20 000 fois 1000. 20 millions, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on évalue les autres coûts. Parce que j'ai fait une chronique dans le groupe une fois où je parlais du prix, des frais et du coût. La différence entre le prix, les frais et le coût. Donc ça, maintenant, ce qu'on a, c'est le prix. Maintenant, il faut les frais. Les frais, c'est par exemple la logistique. Les frais, c'est par exemple le marketing. Les frais, c'est par exemple les commissions qu'on donne aux vendeurs. Les frais, c'est tout ça qu'on va associer maintenant au prix pour obtenir le coût. Par exemple, à l'unité, on peut avoir un coût de peut-être 40 000. Et on va le vendre à 130 000. Lorsqu'on fait 130 000 moins 40 000, ça fait combien? 90 000. Ça veut dire que par coffret VIP vendu, on aura par exemple une marge brute de 90 000. On se dit, d'accord, si on a une marge brute de 90 000 par coffret VIP, lorsqu'on multiplie par 1000, ça fait combien? Ça fait 90 millions. Ok. Ça veut dire qu'on va se partager 90 millions à la fin de l'opération. De façon brute. Qu'est-ce qu'on fait donc?
On va étaler ça sur une période parce que on va se poser la question, on peut vendre 1000 coffrets VIP en combien de temps? On évalue. Avant, on avait vendu tel en tel nombre de temps en utilisant telle stratégie, telle stratégie. Donc, si maintenant on utilise telle autre stratégie, on pourra peut-être vendre ça en 1 an, 12 mois, par exemple. Donc, on étale le projet sur 12 mois, en prenant bien sûr en considération le temps de confection, de réalisation et de livraison, d'acquisition du produit. On l'a étalé sur 12 mois. On a évalué totalement le coût du projet. On s'est rendu compte que le projet nous coûtait combien? 20 millions. Non, ça c'était le prix. Maintenant, avec les frais, 40 millions. Ça veut dire qu'il faut 40 millions. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin de 40 millions cash au début. Ce n'est pas nécessaire. Puisque dans les 40 millions, il y a le marketing, il y a la communication, il y a les frais des vendeurs, il y a la logistique, il y a tout ce qu'on a déjà mesuré en plus du prix. Ça veut dire qu'on va maintenant se dire, d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler ça sur 12 mois. Étaler sur 12 mois, donc nous sommes 10. Lorsqu'on divise 40 millions par 12, ça donne combien? 40 millions divisé par 12. 3 333 000. On va arrondir par excès. 3 500 000. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait 3 500 000 au moins par mois, de façon brute. Sauf que pour démarrer le projet, il y a un élément fondamental d'abord qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord avoir les coffrets. Ça veut dire qu'on va calculer dans le budget des 40 millions le montant qu'il faut strictement pour avoir tous les coffrets à disposition. Ce montant, c'est combien? On peut l'évaluer peut-être à 22 millions ou 23, c'est un exemple. On se dit, OK, ça veut dire que le premier mois, il faut qu'on ait 23 millions. Et maintenant, le reste d'argent, on va étaler ça mois par mois jusqu'à la fin des 12 mois. Les 23 millions, nous sommes 10. On va diviser 23 millions par 10, ça donne combien? 2 millions. Ça veut dire que chacun doit cotiser au moins 2 300 000 le premier mois. Ce qu'on comprend. Maintenant, tu peux dire que non, 2 300 000 c'est beaucoup, je n'ai pas 2 300 000. Vous mettez-vous deux. Chacun met 150. Vous deux, vous faites un nom. Une autre personne peut dire non, 2 300 000 c'est rien. Moi, je vais prendre 2 noms. Il donne 4 600 000. Ça fait en sorte que le premier mois, on réunit le premier capital. On lance donc l'exécution, la production et on a le coffret final. Deuxième mois maintenant, ça réduit le montant qu'on doit cotiser. Puisqu'on a déjà eu le coffret, maintenant le reste c'est le marketing, la logistique et tout le reste. On calcule maintenant, on voit le deuxième mois, il faut cotiser combien? Peut-être il faut cotiser 100 000 par personne. Le deuxième mois, chacun donne 100 000. Le troisième mois, chacun donne peut-être 80 000, ainsi de suite, jusqu'à la fin des 12 mois. Et chaque fois qu'on vend le coffret, on le met dans un compte bancaire. Puisqu'on a déjà amorti tous les coûts jusqu'à la fin des 12 mois. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser l'argent des ventes. Donc, on met ça dans un compte bancaire dans lequel nous tous, on a la traçabilité dessus. Ça veut dire que c'est un compte bancaire dans lequel on peut avoir des accès et on peut avoir le listing du compte. Ça veut dire que chaque mois, lorsqu'on va faire l'état financier de l'activité, il y aura une pièce jointe fondamentale, c'est le listing du compte bancaire. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.